un des principaux problèmes qu'il faut résoudre et qui est une difficulté majeure, c'est la coopération et la collaboration des communautés. Ce qui se passe, c'est quand les populations ne collaborent pas et qu'on n'arrive pas à identifier les personnes qui sont malades ou leurs contacts, on est dans une situation où les chaînes de transmission peuvent se perpétuer et cela peut se faire dans l'ignorance complète des équipes qui sont en charge de ce genre de situation. Quand de manière volontaire les populations ne coopèrent pas, ça met en péril tout le dispositif. D'où l'importance d'être très clair en matière d'information, que les gens doivent éviter la contamination interhumaine par l'observation d'un certain nombre de mesures d'hygiène. En ce qui concerne la recherche, dans quelle mesure l'épidémie en Afrique de l'Ouest a permis d'enrichir les connaissances dont on dispose sur Ebola? L'urgence, c'est d'essayer de contrôler cette épidémie. Et l'essentiel des efforts actuellement qui sont déployés par les gens de laboratoire, c'est d'aider à identifier les diagnostics et un peu s'assurer que l'épidémie est contrôlée. Maintenant, un contexte comme celui qui est actuel va bien évidemment générer beaucoup de questions de recherche. Une des questions, c'est quel est le comportement du virus quand il atteint une population avec une densité très très importante, comme c'est le cas en milieu urbain. L'ensemble des informations qui sont glanées aujourd'hui et des prélèvements va être étudié à l'issue de cette épidémie de manière à essayer un peu d'améliorer la connaissance pour que les prochaines épidémies, on ne souhaite pas, soient beaucoup mieux gérées, que ce soit dans la prise en charge des cas ou pour la détection. Dans le dispositif de lutte contre Ebola, quel est le rôle exact de l'Institut Pasteur de Dakar? C'est d'une part le laboratoire d'assister le gouvernement guinéen, puisque l'Institut Pasteur au jour d'aujourd'hui teste l'ensemble des prélèvements en dehors du site de Guékédou et l'épicentre. Donc on teste les prélèvements de tous les foyers qui sont en Guinée. Et en plus, l'Institut Pasteur de Dakar, là, pour la partie qui est restée à Dakar, en plus du labo mobile qui a été déployé, a fait le diagnostic pour les cas suspects pour la plupart des pays de la sous-région qui ont connu des cas suspects. Depuis 20 ans, vous êtes sur les sites touchés par Ebola. Vous avez été plusieurs fois en Guinée, vous avez rencontré des malades, dont certains qui ont survécu. Comment on peut guérir quand on a Ebola? Bon, c'est une question qui est très difficile. Comment on peut guérir? Ce que je peux vous dire, c'est que quand les personnes sont affectées par Ebola, les gens qui les prennent en charge sont très focalisés sur gérer leur déshydratation, parce qu'avec les diarrhées, souvent, c'est un peu compliqué par le fait qu'il y a un paludisme qu'il faut des fois peut-être prendre en charge. Mais aussi, il y a tout un syndrome gastro-intestinal qui est là aussi pris en charge. Donc, ce qui est important et ce qu'on a remarqué dans cette épidémie, c'est que plus tôt les malades venaient au centre de traitement, plus grande était leur chance de survie. Alors s'il y a un message à donner aux communautés et aux malades, c'est qu'en allant au centre de traitement le plus tôt possible, ils peuvent avoir un diagnostic plus rapide, à savoir déjà s'il s'agit d'Ebola ou pas, parce que les signes ne sont pas spécifiques d'Ebola. On peut avoir une diarrhée, de la fièvre, saigner et ne pas avoir Ebola. Donc ça leur permet d'avoir une première réponse. Ensuite, plus tôt ils iront, plus ils ont des chances de survie plus importantes. Dans certains sites, le taux de survie est allé jusqu'à 75%, justement parce que les gens ont été pris en charge très très tôt et qu'ils ont coopéré. D'où l'importance que la famille coopère très vite avec les équipes de professionnels, que ce soit dans la prise en charge, mais aussi dans un volet plus les funérailles, parce que c'est un moment où on peut aussi s'infecter.